Très bien, merci beaucoup à tous pour votre sens de la discipline. Je ne sais pas si c'est la culture sportive qui fait ça, la ponctualité, le respect du timing. Merci. Donc on reprend immédiatement avec une deuxième session qui cette fois est beaucoup plus polarisée sur les recherches menées dans les laboratoires de la région en sciences humaines et sociales. Nous allons donc avoir trois interventions. Une première intervention de Malek Bouala, qui est professeur de... Non, maître de conférence. Maître de conférence, pardon, qui est chercheur au laboratoire Sens, enseignant à STAPS, en socio-économie du sport, qui vous en dira plus. Et puis nous enchaînerons avec deux présentations avec Dominique Réziac du laboratoire IREJ de l'Université de Savoie sur les pratiques nouvelles de ski de randonnée dans nos stations, et puis des travaux présentés par Isabelle Gaillard du laboratoire Lara, qui présentera ses travaux sur l'évolution des magasins de sport de sport de montagne. Malek, je te passe la parole. Tu es déjà équipé. Voilà, merci. Ça m'évite de parler très fort. Donc, les présentations ont été faites. Juste un petit mot sur le projet qui est financé par le LABEX ITEM. Vous m'entendez là? Qui s'appelle Tourisme, Sport, Montagne et Dynamique d'innovation, dans lequel on est plusieurs chercheurs et plusieurs labos, comme le mien ou celui de Dominique Lirège ou le Lara. Donc on s'est regroupé pour répondre à cet appel à projet, et on est financé sur 3 ans pour essayer de travailler sur l'innovation à partir de plusieurs points de vue, mais des sciences sociales. Donc moi je vais parler d'une partie qui est celle du rôle des interrelations entre les institutions et les entreprises dans la production d'un type d'innovation particulier, qui est l'innovation collaborative écosystémique. Je dirai tout à l'heure un petit mot là-dessus. Donc je vais parler comme Franck d'articulation, de connexion, mais plutôt de logique, et pas dans l'organe humain, mais plutôt dans un écosystème qui est aussi vivant, celui du tourisme sportif de montagne. Alors, on part d'une question principale qui est celle déjà, deux questions principales. Est-ce que l'écosystème, est-ce que le tourisme sportif de montagne, côté industrie-service, est-ce qu'il constitue vraiment un écosystème d'affaires, qui est un concept particulier? Est-ce qu'il a les attributs? Et la deuxième chose, la question la plus importante, est-ce qu'il produit de l'innovation écosystémique? Et dans ce cas-là, produit ou non, quel est le rôle des interactions entre différents acteurs qui ont a priori des logiques différentes, puisqu'ils ont des enjeux différents? Globalement, dans les institutions, on met tout ce qui n'est pas marchand, donc il y a les pouvoirs publics, mais il y a aussi les institutions de type regroupement d'acteurs, agences de développement, etc., et qui ont une logique qui ne sont pas soumis, disons, à la contrainte du marché. Et de l'autre côté, on a les acteurs entreprises qui, eux, sont intéressés par ce qu'ils font d'un point de vue commercial. C'est-à-dire que la contrainte à court terme de commercialiser les innovations et d'en tirer profit est quelque chose de très important. Donc là, on est au milieu du contrat, donc on commence à délivrer certaines informations, certains résultats. Et à ce stade, au stade où j'ai rédigé cette communication, on a utilisé 21 entretiens d'1 heure qui ont été réalisés avec l'ensemble des acteurs qui représentent la diversité d'écosystèmes.
et 3 focus group qui ont été réalisés à partir de la fin 2016 sur des projets collaboratifs précis. Donc ça, c'est la carte pour ceux qui ne savent pas, pour voir que quand même, dans le territoire de la région, la montagne prend une part importante du territoire. Quelques mots, quelques chiffres clés pour voir l'importance de cette activité dans notre région. Donc on ne travaille pas sur le sport classique, fédéral, dans les clubs et les associations seulement, on travaille sur l'ensemble. Et on voit bien que les activités économiques qui sont liées au sport de montagne et au tourisme de montagne représentent pour notre région une économie très importante qui est estimée à peu près 20 milliards d'euros de consommation générée autour de cette activité. Ce qui est très important puisque ça constitue à peu près un peu plus de 8% du PIB de la région, qui est un des plus élevés des régions européennes. Je crois que c'est le 6e de l'Union européenne. On voit bien que le tissu d'entreprise est très bien développé, mais en même temps, on voit bien que les très petites entreprises et les moyennes entreprises sont très représentées dans ce secteur économique. Alors, c'est quoi le tourisme sportif en Auvergne-Rhône-Alpes? C'est une activité qui combine 3 éléments très importants, qui sont le sport, le tourisme et la montagne, et qui bénéficie d'avantages comparatifs naturels qui sont liés à la montagne. Il y a des choses qu'on ne peut pas retrouver ailleurs, donc il est très difficile de délocaliser une telle activité ailleurs. Et en même temps, qui bénéficie aussi d'avantages construits par la société, les entreprises, les populations, qui sont aussi d'une grande qualité, qui sont reconnus à travers le monde et qui sont un facteur d'attractivité des clients et des entreprises. Un autre élément qui est très important, c'est celui-là, c'est qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on a plus de 50% des industries performantes de ce secteur qui sont installées dans notre région. Et ça, c'est quelque chose d'assez important parce que ça caractérise un territoire spécialisé, c'est-à-dire un territoire qui a des hautes compétences en termes industriels et en termes de recherche sur cette question-là. D'où, si vous regardez les domaines d'excellence dans la stratégie de développement économique et d'innovation de la région, il y a 8 domaines qui ont été choisis en fonction de ces indices de spécialisation. Le 8e, il regroupe le sport, la montagne et le tourisme. C'est-à-dire que la région, il consacre beaucoup d'efforts financiers, etc., mais c'est reconnu aussi par l'Union européenne comme étant un territoire performant et spécialisé dans ce domaine. Donc ça justifie bien pourquoi nous aussi on consacre du temps et l'intérêt à ce domaine. La première chose à faire, peut-être, c'est de comprendre ce que c'est qu'un écosystème d'affaires. Je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques ici, donc ils ont tout de suite compris que c'est un concept qui vient de la biologie et qui a été exploité ou qui a été utilisé par un chercheur, James Moore de Harvard, qui a, en observant des marchés très complexes, c'est-à-dire où on a des acteurs qui interviennent sur plusieurs activités, qui sont a priori très différents, mais qui convergent vers un même objectif parce que ils ont, dans ces activités, il y a quelque chose de commun et qu'ils ont intérêt à développer pour continuer à accroître leurs activités. Donc dans cette idée-là, il y a quelque chose d'important, c'est que dans l'écosystème, tout le monde peut être concurrent, tout le monde peut entrer en compétition, mais en même temps, ils ont intérêt à évoluer ensemble. Donc il y a l'idée de coévolution. C'est comme l'idée que James Moore lui-même utilise,
il y a une relation entre les proies et les prédateurs dans un écosystème biologique. C'est quand l'une développe des stratégies évoluées, l'autre s'adapte et va adapter sa stratégie de manière à garder l'équilibre du site et donc l'intérêt quelque part de toutes les espèces. La deuxième chose, l'écosystème fonctionne d'affaires parce que aussi les entreprises elles-mêmes ou les entreprises vont vers ce type de configuration. À un moment donné, pour faire la différence avec d'autres écosystèmes, elles sont obligées d'introduire des innovations radicales très importantes qui modifient les règles du jeu en leur faveur, et elles sont incapables de le faire individuellement, avec leurs propres moyens. Donc elles sont obligées d'aller vers une convergence, vers un partage, etc., à travers des projets collaboratifs innovants. Donc voilà pourquoi on recourt à ce concept qui dépasse donc l'idée que l'industrie est organisée en filière ou qu'elle est organisée en secteur avec ses propres règles, puisqu'il y a une combinaison de plusieurs éléments différents. Si vous regardez les territoires qui développent le sport, on a aujourd'hui InnoSport et le Pays Voironnais qui a aussi des compétences et des ressources là-dessus. Il est très rare d'aller vers des innovations très importantes, attractives, etc., performantes, si on ne considère pas que tous les acteurs de l'écosystème jouent un rôle. Les adhérents, les associations, les fédérations, mais aussi les industries, les collectivités, etc. etc. Voilà, donc quelques caractéristiques d'un écosystème. Les plus importants, c'est qu'il y a des acteurs différents, de nature différente. Les acteurs ne possèdent pas eux seuls les compétences pour introduire des grandes innovations. Et il y a un alignement de la vision de tout le monde sur ce que c'est que le développement de cette activité ou de l'innovation de cette activité ou je ne sais quoi d'autre. En tout cas, il faut que l'ensemble puisse partager la même vision de ce qu'ils font ou vers quoi ils veulent aller. Et puis, surtout, ça c'est un point important pour nous plus tard, c'est l'existence aussi de ce qu'on appelle des entreprises pivots, c'est-à-dire des entreprises qui ont la capacité d'initier des projets d'innovation collaboratifs, mais aussi de tirer toutes les autres entreprises dans le même sens, et qui sont capables aussi ensuite, dans l'autre sens, d'irriguer l'ensemble de l'écosystème par les résultats ou les retombées de ces innovations. Puisque tout le monde a intérêt à ce que la qualité globalement de l'offre de l'écosystème soit nettement supérieure par rapport aux autres écosystèmes. Donc le tourisme sportif de montagne est un écosystème puisqu'il remplit majoritairement ces caractéristiques. Et en plus, il a quelque chose d'assez particulier qui est celui de l'ancrage dans les massifs et les Alpes, c'est-à-dire dans le territoire régional, et qu'il articule plusieurs filières, plusieurs secteurs, plusieurs métiers, plusieurs compétences. On observe donc du point de vue de la théorie de James Moore, quand un écosystème est dépendant matériellement d'un territoire, il devient spécifique, c'est-à-dire qu'il est spécifique à ce territoire, et donc il appelle une localisation d'un grand nombre d'entreprises sur ce territoire, d'où l'indice de plus de 50%. L'alignement des acteurs sur la même politique de développement existe, elle est portée par la région et les leaders, les entreprises leaders. Et on a dans notre région des entreprises qui sont connues, reconnues, très performantes, leaders dans leur domaine particulier. Bien sûr, il y a l'existence des structures de financement, de recherche et développement, etc. Donc, en cochant toutes ces cases, on peut dire que oui, on est dans un écosystème d'affaires et qui fonctionne à ce niveau-là. Donc on doit retenir, il y a un ancrage régional dans le territoire, il y a une dépendance des avantages, il y a une dépendance des populations, puisque le savoir-faire il est dans les populations, les entrepreneurs viennent aussi localement des populations, et il y a une implication forte des collectivités au niveau du financement de certaines opérations. Voilà. Donc c'est un écosystème que
qu'il est très difficile d'appeler d'affaires, puisqu'il ne concerne pas une grande entreprise comme Google, par exemple, qui va créer son propre écosystème. Il y a des affaires, mais il y a aussi une préoccupation sociale, en termes de cohésion sociale, qui est portée par les collectivités. Donc, lutter contre les délocalisations, maintenir les populations par le travail, par les emplois, etc. Et c'est ce qui motive leur implication à ce niveau. Donc, c'est quelque chose de très important. Si les résultats nous permettent de donner un schéma qui n'est pas exhaustif sur qui compose cet écosystème, on a dans le grand cercle ceux qui sont directement liés à l'activité, ceux qui font marcher vraiment les acteurs moteurs de cette activité, qui sont les entreprises de services et de l'industrie, parce qu'on trouve les deux. Et on a dans le deuxième cercle d'autres types d'entreprises qui sont concernées par ce marché, mais par d'autres. Mais ce marché est très important dans leur activité et qui vont être des entreprises support des premiers, mais qui jouent un rôle très important dans l'écosystème commun. L'existence d'une demande d'un marché très important qui est régional, national, mais aussi international, mais dans lequel on trouve aussi des pratiquants experts, des pratiquants créatifs qui vont aussi pousser à la créativité. Ma collègue Dominique travaille sur ces aspects-là, sur le rôle des usagers dans l'innovation, elle va en parler. Et derrière, on a toutes les institutions qui, elles, contrairement à cela, n'est pas contrainte par le marché, mais qui, quand même, partie prenante, puisque les retombées de cette activité vont s'avérer très importantes pour elles en termes de taxes ou d'emplois, etc. Donc on a les collectivités, mais on a les clusters, on a les grappes d'entreprises, on a l'université, bien sûr, avec ses labos, les stations de ski, etc., etc. Tout ce monde a intérêt à ce que le tourisme, la montagne en Rhône-Alpes se développe et continue à se développer, puisque l'activité de tout le monde est impactée. Donc les principaux résultats, je vais essayer d'aller vers le plus simple. Donc l'écosystème social et économique, donc, on l'a prouvé, fonctionne bien au niveau commercial, puisque on a observé des convergences de l'ensemble des acteurs pour aller chercher des marchés à l'international sur l'aménagement et l'équipement et pour l'attractivité des clientèles étrangères. Donc un exemple tout bête, les Jeux olympiques d'hiver de 2022 se déroulent en Chine, dans la région de l'Hébé. La majorité des entreprises ont déjà décroché des contrats allant de 100 à 200 millions d'euros, ce qui est important, et ils ont pu le faire parce qu'ils sont allés tous ensemble en proposant des packages. L'Université Léger joue un rôle là-dedans, où on propose des équipements, des services, des formations, de l'aide de tout genre, et donc qui implique l'ensemble des acteurs. Donc on ne va pas vendre juste des remontées mécaniques et on part, on va former des gens, on va former des gens à la maintenance, à la vente, etc. etc. Et donc par exemple dans cette opération, la Fédération française de ski joue un rôle très très important, qui n'a pas donc une visée économique, mais qui va supporter tout ça, parce qu'elle a intérêt aussi à ce que la région, le pays, ou surtout la région où elle est localisée, soit reconnue à ce niveau-là aussi. Par contre, au niveau de l'innovation écosystémique, elle n'est pas encore... L'innovation écosystémique, c'est-à-dire de type collaborative, majeure, radicale, ne fonctionne pas très bien. On va comprendre tout à l'heure pourquoi. Mais l'innovation entrepreneuriale, c'est-à-dire non collaborative, qui est propre à chaque entreprise, fonctionne très bien, elle a toujours bien fonctionné, et c'est ce qui a tiré toujours le marché et qui tire le marché actuellement. Donc on a des progrès, des innovations importantes dans la neige de culture, dans la machinerie, mais aussi dans les services, etc. Donc ce sont des innovations très importantes qui représentent des vecteurs de croissance pour les entreprises, mais qui n'irriguent pas l'ensemble de l'écosystème. Donc il faut aller très loin
pour parler concrètement, s'ils veulent, dans les années à venir, gagner encore plus de marché par rapport à l'écosystème autrichien qui est le premier concurrent des Français, il faut qu'ils aillent là. Et s'ils veulent répondre aux contraintes que pose le changement climatique, notamment pour toutes les activités liées à la neige, il faut aller vers des innovations collaboratives absolument. Donc en réalité, il y a 4 groupes de facteurs qui expliquent la faiblesse de l'innovation collaborative. Il y a un 4e, j'en parle souvent avec Fabrice, qui émerge des dernières enquêtes. C'est un groupe de facteurs qui est lié au profil des individus, des entrepreneurs surtout. C'est ce qu'on est en train d'explorer en ce moment. Mais il y a 3 grands groupes de facteurs que je vais présenter d'une manière très simple. C'est que le mode de gouvernance au niveau de l'écosystème, il est inadapté à un fonctionnement écosystémique. Les entreprises, comme toute entreprise, tant qu'elles ont un potentiel de développement fort par leur propre innovation, ben ça les arrange. Donc elles ne vont pas aller plus loin. Et il y a le cadre de partenariat et de transfert entre les universités de Grenoble et de Savoie et la recherche publique et les industries. Il y a de grandes volontés, mais le cadre limite ce partenariat et donc limite aussi l'émergence de projets collaboratifs issus des 2 mondes. Alors, très rapidement, la gouvernance, c'est quoi? Ça veut dire tout simplement que en matière d'innovation collaborative, les projets ne naissent pas naturellement des entreprises parce qu'elles ont un besoin, il y a un marché en face, mais elles sont actuellement, elles sont pas décidées, mais elles sont lancées ou suggérées d'une manière qui vient du haut, de la région, qui a compris que s'ils veulent aller plus loin, s'ils veulent garder les activités, il faut faire travailler les gens ensemble, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Donc c'est une bonne idée, mais l'implication forte des acteurs publics pose un problème parce que le mode de financement n'est pas adapté, les subventions publiques ne sont pas adaptées, rien que pour la question il y a un décalage par rapport au tempo de l'innovation. Il y a la multiplication des niveaux dans la régulation des projets, et puis le mode d'attribution par les appels à projets. Il y a quelque part une bureaucratisation de la démarche qui fait qu'au final, ça crée des lourdeurs, mais surtout ça crée des coûts de transaction qui sont dissuasifs pour les entreprises. C'est-à-dire le coût de monter des dossiers, de gérer tout ça, de répondre, de faire des pièces, etc. Et présente un coût que les entreprises considèrent comme étant supérieur aux bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Donc, il y a un problème et l'innovation n'aime pas la bureaucratisation des procédures. Donc, le caractère top-down de la gouvernance et l'importance des coûts vont être dissuasifs pour beaucoup des petites qui sont des acteurs qui sont petits, des petites et très petites entreprises. Les entreprises sont concentrées sur leurs avantages respectifs. Donc, elles savent qu'ensemble, elles vendent mieux, mais elles ne sont pas encore tout à fait certaines qu'ensemble, elles pourront être plus performantes, donc en tirer de meilleurs profits et gagner d'autres marchés. Et donc on constate qu'il y a l'absence d'entreprise pivot, qu'une entreprise ne prend l'initiative de dire « je tire les autres ». Et surtout, la grande barrière, c'est que chaque entreprise, je l'ai dit tout à l'heure, par ses propres innovations, elle voit des vecteurs de croissance importants. Donc elle sait qu'on continue à innover comme elle fait, le domaine qu'elle maîtrise, elle a encore la croissance de son activité qui parfois est allée jusqu'à 5%. Donc pour eux, c'est encore intéressant et ça ne les pousse pas à aller vers d'autres coopérations. Et donc, il y a aussi la protection des technologies de chaque entreprise. Et cette protection crée, donc, elle naît d'une défiance. Donc, on voit dans l'autre un concurrent. Et en économie, si on veut réduire la défiance par l'établissement de contrats juridiques, etc.,
quelque part, ça devient contre-productif, puisque aussi là, on va créer d'autres coûts, et donc impliquer des gens dans l'entreprise, rechercher les partenaires, etc. C'est ce qui est compliqué. Donc ici aussi, cela pose des limites en termes d'externalisation de certains coûts d'innovation importantes, et ça pose le problème du partage de l'information et des connaissances. Voilà, donc ça pose un gros problème aussi. Le troisième groupe de facteurs tourne autour du partenariat avec la recherche publique qui, elle, peut aller très loin puisqu'elle n'est pas contrainte par le marché, donc elle peut avoir le temps et consacrer des moyens pour prendre des risques très importants sur des innovations. De toute façon, même si ça n'aboutit pas à un marché, pourquoi pas. Sauf que le cadre du partenariat n'est pas très... Il est faible, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire des partenariats publics-privés encore, parce que c'est deux modèles très différents. Et ce manque de coopération, il y a de la coopération, mais elle n'est pas aussi importante qu'on pourrait souhaiter pour un écosystème, pose un problème. Le problème, c'est comment on cofinance en fait les projets, les grands projets. Quand vous parlez avec les entreprises, souvent ils répondent ça, si je dois reprendre beaucoup d'entrepreneurs, ils disent nous on paye déjà des taxes, etc., etc. Si encore on doit travailler avec la recherche publique, on finance déjà, on doit encore financer tous les projets, ça pose un problème. Donc ça les bloque un peu. Et l'université n'arrive pas à aussi dire je peux investir une partie du budget avec un groupe d'entreprises pour l'avenir. Elle ne le fait pas elle aussi parce qu'il y a un problème aussi. Le cadre ne permet pas un bon partage des profits s'il y a des profits. C'est-à-dire parce qu'on fait de la recherche publique, tout ce qu'on met là-dedans, c'est public. Et dans d'autres pays, il y a un cadre de partage des profits qui facilite la coopération entre l'industrie et les... Et donc ça pose le problème des transferts de résultats. Et l'explication, c'est quoi? C'est les deux sont sur deux logiques de valorisation différentes. L'un par l'économie, le chiffre d'affaires, le profit, et l'université qui valorise ses travaux d'une manière académique, dans les publications, etc. Donc, même si ils sont conscients de l'importance, il reste encore pas très... le cadre de coopération reste quand même assez limité. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que si on veut dépasser ces blocages, il est très important de dépasser ces blocages parce qu'on voit que le marché lui-même, où les entreprises elles-mêmes, où les acteurs publics n'arrivent pas vraiment à coordonner les choses, à gouverner et à faire émerger des grands projets, même s'ils le veulent, ils ont les bonnes intentions. Et donc il y a une importance d'aller vers un modèle de gouvernance qui est plus dynamique et plus adapté à la situation. Et la conclusion à laquelle moi j'arrive, c'est de dire que les acteurs eux-mêmes sont appelés, et notamment peut-être les acteurs du secteur public aussi, sont appelés à vraiment réfléchir sur des innovations sociales et organisationnelles à leur niveau. C'est-à-dire comment rendre le système d'aide, d'accompagnement ou d'incitation beaucoup plus dynamique et adapté. Là, il y a une carte à jouer en termes d'innovation. Et on voit bien que le système actuel ne permet pas l'émergence d'entreprises pivots parce que tant que c'est tiré ou c'est financé par un autre, on se sent moins concerné, même si on veut en profiter. Les coûts ne correspondent pas au tempo de l'innovation écosystémique et il y a encore des barrières très importantes à la coopération pour innover collectivement. Le quatrième facteur sur lequel on travaille, on voit bien aussi qu'il y a un autre frein qui vient aussi des négociations de pouvoir que vont avoir des dirigeants d'entreprise ou des décideurs dans cet écosystème-là
pour des raisons autres qu'économiques, économiques aussi, mais aussi culturelles, sociologiques, qui va avoir quelque part le contrôle de ce qu'on va faire en fait. Donc il y a des facteurs qu'on est en train de creuser et qu'on va, donc l'ensemble de ces groupes de points de blocage, on nous donne des indicateurs qu'on va essayer maintenant de vérifier dans des questionnaires à grande échelle au niveau de la région. Donc je vous remercie, j'espère que ça vous a intéressé, parce que beaucoup d'entre vous viennent des sciences, et si vous avez des questions ou des observations, c'est avec plaisir. Bravo.